merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de votre émission C'est le week-end. Notre thème de société cette semaine portera sur le harcèlement scolaire. Quand peut-on parler réellement d'harcèlement? Quels sont les différents actes et formes de ce phénomène? Quel est le plan d'action du ministère de l'Éducation nationale? Autant de questions que nous mettrons à table avec nos invités dans quelques instants. Danse et les arts de la scène est le premier livre que vient nous présenter Madame Mamri Faiza, ancienne ballerine et actuellement directrice de l'école Profil Academy, une école de danse contemporaine, une biographie miroir de ce que les arts lui ont apporté et de comment justement elle les a utilisés pour aider et soulager les plus fragiles. Avant de retrouver les invités de notre premier plateau, je vous invite à regarder ceci. العنف المدرسي هو نتيجة تخلي المجتمع بصفة عامة والعائلة بصفة خاصة عن تربية الأولاد تربية صحيحة. الطفل لما ما توجهوش هاو يضرب صاحبه، يدافع على روحه، يلعب مع صاحبه بالحجرة، يلعب مع صاحبه بالقصبة، وفي التالي راح يولد عنف، وفي التالي راح الطفل يتكسر، وفي التالي لازم يخلفها. دونك comment éviter tout ça؟ pour éviter tout ça لازم نرجعوا للعائلة بلي لازم تربي أولادها على المسامحة، على الخلق الحسن، على التنازل. انه كيما الكبير الصغير، باسكو الصغير يقلد الكبير، الصغير كيولي يشوف باللي باباه يسمح لجاره ويسمح لخوه ويتنازل له ويقول له معليش، ولكن يولي ما يضربش صاحبه، ما يضربش جاره. L'architecture de l'école qu'en faisant maintenant, c'est une école traditionnelle. Il y a beaucoup d'aménagements qu'il faut faire au niveau de l'école, puisque l'enfant il est harcelé dans l'école côté moral et côté physique et côté environnement. L'harcèlement scolaire, je pense que c'est un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur ces derniers temps. Donc c'est un phénomène auquel je pense qu'il faut faire des études, il faut voir les causes. Pour moi, je pense que c'est dû déjà à la famille. Donc c'est un enfant éduqué dans une famille là où il y a beaucoup de violence entre les deux parents, avec les voisins et tout. Donc du coup l'enfant c'est un produit de la famille, hein, ou de son quartier. Donc du coup je pense que la famille doit jouer son rôle dans ce phénomène. Aussi les écoles doivent aussi jouer leur rôle, donc faire cette éducation par rapport à ce phénomène-là, essayer de transmettre ces valeurs de vivre ensemble et de paix par rapport aux enfants. Donc voilà, donc les enfants sont là, ils sont égaux, ils sont innocents. Donc du coup, normalement, la culture de paix, elle est de fait, mais l'influence de la société, de la famille, du quartier, des voisins, donc fait que ces enfants-là donc subissent d'autres valeurs et tout. Et je pense qu'il y va aussi, il y a aussi le rôle de la société civile qui doit sensibiliser aussi par rapport à ce phénomène et faire un travail de proximité par rapport aux familles, aux écoles. Je pense qu'il faut la diviser en 2-3 étapes. Vous avez la violence physique. Là, la loi, elle est stricte, elle est catégorique. Vous avez la violence morale. Parce que quand aussi l'enfant il est violenté moralement et quand on ne le respecte pas dans la pédagogie, dans l'art de mener le cours ou le savoir, l'enfant est violenté. Et vous avez la violence qui est subie par l'enfant par rapport, par exemple, déjà entre deux enfants. Quand les enfants ne se respectent pas, quand les enfants, l'un par exemple, exerce de la violence sur l'autre, nous avons constaté de la violence même dans la cour de jeu parce que la cour ne répond pas aux normes. Et ça, l'enfant, il est violenté parce qu'il n'a pas son espace. Donc la violence, c'est un terme très, très, très profond. Il faut le définir. C'est l'ensemble de la société concernée. La famille éducative, c'est-à-dire l'enseignant, le surveillant, le directeur, les parents, les enfants, parce qu'il faut que l'ensemble mette la main dans la main pour lutter. Voilà
Voilà, donc le sujet de l'actualité d'aujourd'hui, de ce vendredi, se fera autour de l'harcèlement scolaire. Juste pour la précision, c'était lors d'une rencontre qu'Anissa Bouzid donc a tendu le micro à différentes associations, à différents organes, justement pour connaître leurs avis sur le sujet. Avec nous sur le plateau, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Chennouf Djelloul, membre de l'Association nationale des parents d'élèves. Merci d'avoir accepté notre invitation, marhaba bik. Monsieur Mjahdi Mustafa, chercheur, directeur de l'Observatoire national de l'éducation et de la formation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et bien sûr, notre habituée, Aïda Mchri, Madame Aïda Mchri, qui est psychologue et chef de la cellule des dénonciations relatives aux atteintes aux droits de l'enfant à l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance. Il fallait que voilà, mes yeux soient figés pour ne pas... Voilà, c'est tellement long. Marhaba bik, Aïda. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors justement, je vais commencer avec vous. Comment peut-on définir l'harcèlement? On parlait tout à l'heure hors antenne avec Monsieur Medjahdi qu'il ne faut pas confondre entre harcèlement et violence. Disons que voilà, il y a un côté qui ne peut pas se passer de l'autre, mais vous êtes là justement pour définir l'harcèlement. Quand est-ce qu'on peut réellement parler d'harcèlement? C'est extraordinaire ce que vous faites parce que pour la simple raison, ça permet au concept de prendre place et aussi de bien définir les choses et d'emblée d'agir et de donner les solutions. Harcèlement, ça devient compliqué, difficile quand il s'agit de comportements agressifs, là où un enfant, étant donné qu'on parle du milieu scolaire, donc ça se passe dans le territoire, dans le milieu, l'environnement des élèves scolarisés. Et quand il y a deux phénomènes très associés à ces actes agressifs, c'est dans la répétition, c'est quelque chose qui est comme ça, qui dure dans le temps, mais aussi dans le but de nuire à l'enfant. Ça veut dire qu'on ne le fait pas comme ça par erreur ou ça arrive de temps en temps. Ce n'est pas un incident. Ce n'est pas un incident, c'est quelque chose là où la victime, bien sûr, là où la victime, elle est ciblée par ces actes agressifs, mais aussi dans le but de nuire, de l'humilier, de l'exclure d'un système, d'un groupe d'enfants, mais aussi de tout un cadre. Et à partir de là, eh ben, les conséquences peuvent être très fatales par rapport à l'enfant qui vit, bien sûr, ses émotions. Avant de parler des conséquences, Dr Aïda Mchri, j'aimerais revenir sur... la période. Alors, généralement, les risques de l'harcèlement commencent à partir du cycle primaire, la fin du cycle primaire, voire le début du cycle moyen. Il se développe dans un climat assez spécial, généralement dans les établissements plutôt. Est-ce que la situation peut être identifiée par le cercle éducatif tout de suite? Comment peut-on détecter un cas d'harcèlement chez l'enfant? De quoi se plaint-il généralement ou comment peut-on déceler cela? Je parle du cadre éducatif. On parlera de la famille tout à l'heure. Je dirais combien que c'est complexe parce que ça commence déjà par les jeux entre enfants, les jeux dangereux, les jeux là où les enfants se bousculent comme ça. Les harceleurs, ils ont une manière quand même, une fluidité. Ils jouent sur la différence, ça c'est primordial. Déjà l'enfant, vous savez qu'à certains moments dans le lien, dans cet art de tisser le lien social, il y a quand même des grandes différences dans le langage, l'attitude physique, dans le statut social, il y a beaucoup de différences comme ça. Et souvent, pour exister, pour s'aligner, les enfants font des négociations, font des rejets comme ça. Ils ont aussi l'art et la manière de diluer tout ça dans les chamailleries d'enfants. Donc c'est pour ça que ça devient très pénible pour l'adulte de déceler ça ou de détecter réellement les positions où l'enfant est en difficulté. Mais ce qui peut dénoncer, ce qui peut aider les professionnels, je dirais les directement liés ou la famille d'une manière indirecte, ce sont les comportements bien sûr de l'isolement, là où l'enfant il commence à se retirer de plus en plus, là on commence à voir des attitudes comme somatisation, il y a des enfants qui commencent à avoir des douleurs particulières ou se plaignent de quelque chose que la langue n'a pas su trouver dans les paroles que le corps saura dire les choses dans un mal-être profond. On peut retrouver aussi comme un phénomène de décrochage, même s'ils sont brillants, de très bons élèves, ils s'accrochent bien, tout ça, mais on ne comprend pas pourquoi du jour au lendemain, et on constate qu'ils sont en train d'avoir de mauvaises notes comme ça, mais aussi, je dirais, cette catégorie d'enfants, c'est des enfants qui ne savent pas, probablement, ils n'ont pas appris à dire non, fort, stop, à marquer leurs limites, à prendre place, qui doutent un tout petit peu,
qui sont là dans un échange relationnel, là où ils cherchent leur place, ils veulent s'aligner à des groupes. Et du coup, ils peuvent être victimes directement par une personne ou par un réseau de groupes d'harceleurs, là où quand il fait partie, il est obligé de s'aligner. C'est comme le plus fort dans le groupe peut insulter, peut humilier, peut disqualifier le plus faible, je dirais. Donc, comme ça. Donc pour vous, dans le système éducatif, il est difficile de déceler donc, ce genre de comportement parce qu'il peut être confus avec d'autres comportements qui peuvent être normaux à cet âge-là. On va s'arrêter ici pour revenir chez vous, Monsieur Chenouf. Je rappelle que vous êtes membre de l'Association nationale des parents d'élèves. Aujourd'hui, c'est un problème, on est d'accord, l'harcèlement existe et vous faites partie donc des parents qui luttent pour justement faire en sorte que cela pas disparaisse, mais diminue, parce qu'on ne peut pas faire disparaître les choses du jour au lendemain, mais que ça diminue. On est bien d'accord? Oui. Premièrement, bonjour. Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais bien rendre un chaleureux hommage à nos martyrs, à nos chers Moudjahidine, en cette circonstance, à l'occasion du 1er novembre. C'est grâce à eux qu'on est là. En second point, j'aimerais bien corriger aussi le thème d'aujourd'hui. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas la violence scolaire, parce qu'on n'enseigne pas plutôt le harcèlement scolaire, mais je préfère qu'on dise le harcèlement au milieu scolaire. Pourquoi? C'est ce qui a été dit, non? C'est le harcèlement au milieu scolaire, ce n'est pas le harcèlement scolaire. Ah oui, non, mais... non. Oui, non. Non, il y a une très grande... Pour moi, de la violence. Voilà, pour moi, il y a une très grande... D'accord, parce que moi, c'est le harcèlement au milieu scolaire. Bon, le harcèlement, c'est une forme de violence, mais qui est à répétition, c'est-à-dire quelque chose qui se répète souvent, qui émane d'une personne ou d'un groupe de personnes qui se sentent envers une autre personne, envers un autre élève. Ce personne qui pratique ce harcèlement ou bien ce groupe, il se considère comme étant fort par rapport à l'autre qui est harcelé. Généralement, il y a l'apparence physique, quand on voit que quelqu'un peut-être qu'il est chétif, il n'est pas assez costaud. Parfois, il y a généralement, ce harcèlement aussi, il est contre des élèves, comme on appelle ça, le sexe identité du genre. C'est-à-dire quand un garçon il est plus ou moins efféminé ou une fille qui présente du caractère, c'est-à-dire, comme on dit dans le... masculin. Un garçon manqué, ça aussi, ils subissent ce harcèlement parce qu'ils sont un petit peu différents des autres. Il y a aussi les troubles de communication. Quand un élève ne parle pas bien, il bégaye, ça aussi, il est souvent harcelé. Il y a aussi l'appartenance à un groupe social. Quand, par exemple, on l'a remarqué, mais il faut le dire, quand quelqu'un, par exemple, qui est berbérophone, il ne parle pas bien l'arabe dans une région plus, elle est arabophone, et l'inverse aussi est vrai quand il se déplace vers les régions berbérophones, quand il ne parle pas le kabyle ou le tamazight en général, donc il subit ce genre de harcèlement. Généralement, le harcèlement, il se structure autour d'une différence. Voilà, sur ce que je viens de citer. Il y a aussi la répétitivité. C'est-à-dire c'est un harcèlement qui se fait chaque jour, chaque semaine, chaque fois, ce qui conduit à l'élève harcelé de s'isoler. Généralement, la première conséquence, c'est l'isolement de l'élève harcelé. Et à partir de l'isolement, on remarque aussi qu'il y a les résultats scolaires qui commencent à chuter et peut-être l'enfant, il devient peut-être psychologiquement plus ou moins instable et c'est des dégâts plus ou moins graves. Donc, vous complétez un peu ce que Mme Aïdan-Chli a dit. Mais par rapport, on revient à ma question initiale qui est donc le rôle de l'Association nationale des parents d'élèves concernant ce sujet. Nous, en tant qu'association, c'est-à-dire on a toujours dit aux parents, c'est-à-dire toujours poser cette question à vos enfants. Oui. C'est-à-dire chaque fois, qu'est-ce que tu fais à l'école, qu'est-ce que tu sens à l'école, est-ce que tu es bien à l'école, est-ce qu'on te frappe à l'école, est-ce qu'on te violente à l'école, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te fait du mal, est-ce qu'il y a quelqu'un qui c'est-à-dire qu'une fois, chaque fois, en sortant de l'école, il te frappe ou il te fait du mal, c'est-à-dire toutes ces questions-là, quand l'enfant il confie à ses parents, à partir de ces questions-là que les parents doivent poser
quotidiennement à leurs enfants pour pouvoir identifier est-ce que leur enfant est harcelé ou bien il est violenté. Et voilà, et ça d'une part, et d'autre part aussi, il y a quand on trouve comme ça un groupe d'élèves, on leur dit si quelqu'un te fait du mal et tu ne peux pas dire à tes parents ou tu ne peux pas dire à ta maîtresse ou bien à comment dire, le cercle au niveau de l'école, c'est-à-dire l'encadrement de l'école, si tu ne peux pas dire à ces gens-là, parce qu'on te fait quelque chose, parfois c'est quelque chose, entre guillemets, comme on dit, c'est honteux, quand tu ne peux pas dire tout ça à tes parents ou bien à l'encadrement au niveau de l'école, confie-toi à ton copain. Après, le copain, il peut se confier à l'encadrement de l'école ou bien à ses parents et leur dire que voilà, mon camarade tel, il est violenté chaque jour, il a harcelé chaque jour. C'est comme ça qu'on arrive à identifier un petit peu quels sont les élèves qui sont harcelés ou quels sont les élèves qui sont violentés. Il y a beaucoup de cas que vous recevez Bon, il n'y a pas beaucoup, mais pour nous, un cas, c'est un drame. Voilà. Le reste, c'est des statistiques. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de cas. De temps en temps, comme ça, dans une école, on rencontre un cas. Il y a des écoles, bon, on n'a pas rencontré des cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de harcèlement, mais c'est un phénomène qui existe et on l'a remarqué à travers le territoire national. Il y a un peu partout, c'est-à-dire que ce soit en milieu citadin ou bien en milieu rural, au nord, bien au sud, c'est à peu près la même chose qui se passe. Monsieur Amjadi, on ne vous a pas encore entendu, donc vous faites partie d'une stratégie nationale justement pour pallier à la violence de manière générale, mais comme le harcèlement en fait partie, parlez-nous un petit peu de ce plan d'action, de ce projet que vous chapeautez. Oui, mais si vous permettez, je veux quand même ajouter quelques... Bien sûr, oui, parce que les collègues ont parlé des choses très intéressantes. Parce que là, il y a c'est bien de faire quand même, c'est-à-dire la nuance entre ce qui est harcèlement et ce qui est violence. Donc, si on revient un petit peu en arrière, on va trouver que l'intentionnalité joue un très grand rôle là-dessus. Parce que lorsqu'on est dans le harcèlement, donc c'est un individu qui adopte une stratégie individuelle en essayant de mettre une victime en position de faiblesse pour un chantage, c'est-à-dire pour aboutir à des fins. Et maintenant, la question de l'harcèlement, comme concept lui-même, est lié à plusieurs champs. On l'a lié à des pratiques lorsqu'on parle par exemple, de harcèlement sexuel, donc c'est des pratiques. Des fois, on parle de l'harcèlement en milieu du travail, donc il est lié à un champ. Et récemment, on parle justement, pas récemment, c'est depuis quelques années, on parle de l'harcèlement en milieu scolaire, comme l'a dit si bien le collègue. Et puis, nous sommes actuellement dans les débats sur le cyberharcèlement, donc comme thème émergent, donc qui est très important, surtout pour nous en Algérie maintenant actuellement, c'est-à-dire comme sujet de débat, nous avons une grande jeunesse qui est sur les réseaux sociaux, qui est dans ces pratiques-là, et on a, à travers un travail sur la presse sur le long terme, on va trouver que c'est quand même peut-être un segment qu'il ne faut pas le laisser de côté, négliger. La question maintenant, c'est, lorsqu'on parle de harcèlement, de violence, de tous ces thèmes-là, il faut aussi faire la nuance entre la structure globale qui est la société et l'éducation, l'école et tout ça. Donc il y a un va-et-vient entre la société. Lorsque la société, par exemple, il n'y a pas une vraie prise de conscience sur ces questions-là, ils ne sont pas vraiment très clairs dans nos têtes pour dire que voilà, là, il s'agit d'un harcèlement qu'il faut régler comme problème. Là, il y a certaines formes de violence, même s'il s'agit d'une violence verbale ou une violence symbolique ou une violence physique. Là, tout ça, c'est une gamme de thèmes sur lesquels il faut travailler. À partir de la stratégie, justement, on a fait un travail déjà de balayer un petit peu le côté statistique pour savoir depuis 2000 jusqu'à l'année scolaire 2016-2017, de voir dans l'école algérienne qu'est-ce qui s'est passé, donc de travailler sur toutes les formes de violence qui existent au sein de l'école,
quelle est la violence la plus apparente, dans quel cycle, mais ce n'était pas en essayant juste pour voir comment cette configuration du problème sur le terrain, mais justement c'est pour analyser et aller par la suite, ce qui est très important maintenant, que doit-on faire? Et c'est là qu'on a réuni un ensemble de collègues, les parents d'élèves, des représentants de la gendarmerie nationale, des policiers, des inspecteurs, nos collègues de l'UDS, l'unité de dépistage et de suivi au niveau des écoles. Où se pose le problème? D'après vos études, d'après vos recherches, où se pose le problème? Bon, le problème, c'est parce qu'il y a un cadre communicationnel, parce que lorsqu'on parle d'éducation, l'éducation, c'est des messages qui passent à travers la communication. Lorsqu'on est dans l'espace de la classe ou bien dans l'espace de l'école, on est dans l'espace de la télévision, de la radio, toujours la communication, elle est présente. Le problème se pose, c'est dans quel cadre communicationnel est le plus approprié dans les établissements scolaires. Parce que la question c'est est-ce qu'on peut tolérer par exemple un certain nombre d'injures qui nous paraissent normales, entre parenthèses, et de dire que voilà, on est dans le anormal. Ça ne doit pas exister comme mot, c'est-à-dire de porter atteinte à l'autre par l'usage d'un mot ou bien d'une qualification qui n'est pas correcte. Donc c'est pour ça qu'on a recensé plusieurs. On a normalisé certaines. Voilà, c'est ça ce qu'on a appelé. Les pratiques communicationnelles, c'est ça ce qu'on a appelé vers un cadre communicationnel approprié. On ne peut pas, c'est parce que lorsqu'on qualifie un enfant de, c'est-à-dire on choisit le nom d'un animal ou bien d'un produit, voilà, ça porte atteinte à ça, et on va le détruire. On va psychologiquement, donc il n'est plus apte à... Ça, c'est pour ce qui est du milieu éducatif. Est-ce que vous avez fait des recherches où vous êtes arrivé à des résultats au sein de la famille? Qu'est-ce qui cloche aussi au sein de la famille? Bon, au sein de la famille, en réalité... On reste toujours dans la communication? Voilà, dans la communication. Mais ce que je disais, justement, lorsque nous, on fouille de la partie des établissements scolaires et dans le milieu scolaire, on veut savoir, c'est-à-dire dans d'autres recherches, les gens qui ont travaillé sur la famille, donc quel est le contexte communicationnel qui existe au sein de la famille. Et parce que l'enseignant, des fois, lorsqu'on ne s'intéresse pas à cette question de la communication en milieu scolaire, ça veut dire, et on n'enseigne pas aux acteurs de l'éducation, aux enfants, aux parents d'élèves aussi, cette question de la communication. Donc l'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Pour lui, il doit adopter un mode communicationnel au sein de la classe. Mais à partir de quoi il va produire ce mode communicationnel? C'est à partir de son passé, parce qu'il n'a pas de nouveau. Donc, dans lequel il a été socialisé, c'est ce cadre-là qui va le prendre de la société, il vient vers l'établissement scolaire pour produire reproduire les mêmes concepts, les mêmes mots, les mêmes qualifications. Alors que ça c'est un problème primordial, c'est un problème, c'est-à-dire qui va nous faire sortir vers le professionnalisme. C'est-à-dire même sur le comportement, les paroles, l'usage des concepts, les qualifications, c'est très important comme sujet pour nous. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un protocole spécial pour le cadre communicationnel au sein de l'établissement scolaire. J'en parlerai peut-être sur ça, et je développe peut-être plus un petit peu la question de l'éducation aux usages des réseaux sociaux, de tout ce qui est la toile Internet, oui. Très bien, oui, qui est un véritable problème. Aïda Mchri, la victime constitue souvent donc une proie facile, ça on l'a compris, vulnérable, fragile. Mais il y a des facteurs, généralement on parle de décès, on parle de séparation de famille. Je parle bien du profil de l'harceleur, hein, pas de la victime. Il y a beaucoup de facteurs qui font que cet enfant, parce que c'est des enfants, adopte ce comportement. Il y a plusieurs facteurs, on parle la plupart du temps, je disais, de décès,
foyer, de séparation entre le couple, donc entre les parents, qui peuvent l'affecter et qui peuvent justement le pousser à adopter ce genre de comportement. Tout à fait, tout à fait. Souvent, ce sont des enfants en difficulté, en détresse, qui vivent dans un contexte familial, social très défavorable. Et à partir de là, ils se cherchent eux-mêmes. Et probablement, entre parenthèses aussi, on peut dire qu'eux-mêmes étaient victimes. C'est une manière de rebondir sur des situations là où ils cherchent un peu des formules pour pouvoir vraiment agir. Mais on va dire que c'est la dynamique entre jeunes, c'est la dynamique sociale, là où les enfants se cherchent un tout petit peu. Il y a toujours des liens de pouvoir, comment les enfants se cherchent et comment l'un puisse bénéficier. Souvent, ils ont l'art et la manière de détecter un tout petit peu les personnes fragiles, vulnérables qui peuvent être sous leur casquette, dans leur territoire, un tout petit peu comme ça. Ils peuvent abuser d'eux, probablement, on peut dire, voler leur argent, leurs vêtements, un tout petit peu, dans les formes. Je n'ajouterai pas à tout ce qui a été dit comme ça dans la classification ou la manière de le dire. Tout ça pour dire que c'est des victimes aussi. Tout à fait, entièrement, d'accord. Mais ce que je pourrais dire, ajouter là, mais c'est qu'aujourd'hui, on a de la chance d'avoir une loi qui protège l'enfant. La loi 15-12, quand même, c'est une grande richesse pour notre société. Aujourd'hui, on n'a pas les mains croisées. Aujourd'hui, étant donné que l'Algérie a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, aujourd'hui, on peut parler des droits de l'enfant. On peut porter notre voix haut et fort, parce que pour la simple raison que si on parle des principaux piliers de ces conventions, la première loi, c'est un tout petit peu le droit à la non-discrimination. Ce n'est pas rien du tout. Si j'ajoute ça, c'est Mabda' Adam al-Tamyiz. Là, ça nous donne un tout petit peu la force de pouvoir vraiment agir sur le terrain. C'est vraiment le premier pas vers... Absolument. Il y a des lois qui protègent un tout petit peu la victime et aussi l'enfant qui utilise ces actes, parce que ça reste aussi dans un cadre où l'enfant, lui aussi, il est victime de ces actes et il est dans un réseau là où il ne peut pas se prendre en charge et il n'a pas ceux qui peuvent le prendre en charge. Et de là, moi je dirais, merci à tous les professionnels qui travaillent jour et nuit pour pouvoir mettre en œuvre quelque chose qui concerne la ligne de numéro vert 1111, qui sont là justement pour briser le silence, pour casser les tabous, pour pouvoir dire les choses, pour pouvoir dénoncer les harceleurs et à travers un numéro vert gratuit, là où il ne figure pas sur les factures de téléphone, là où l'identité de dénonciateur peut rester confidentielle, anonyme, ils peuvent parler de ces enfants. Si on dit 11-11, c'est pour la simple raison pour qu'on puisse simplifier ça. Ça concerne les enfants eux-mêmes et c'est les enfants qui peuvent nous appeler et puis dénoncer leurs difficultés. En parlant de dénonciation et de victimes, justement, je reviendrai avec vous, Monsieur Medjadi, plutôt Chenouf. Avant, on écoute Aden Salat al-Asr. Voilà. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Avec vous, je le disais avant l'Aden, donc Monsieur Chenouf, la victime, qui est, enfin, c'est une victime aussi, le harceleur, le profil de l'harceleur. Qu'est-ce que l'école, autant qu'école, déjà, les psychologues, les pédagogues qui sont au sein de ces écoles font justement pour prendre en charge ces profils-là, entre guillemets, d'harceleurs? Bon, si on revient tout au début de ce qu'on a dit, ce phénomène touche essentiellement la fin du cycle primaire et le début du collège, voilà, du moyen. Donc, au niveau du primaire, il n'y a ni pédagogue, ni psychologue. Donc, voilà, au niveau des écoles primaires, il y a pas, on n'a pas cette prise en charge. Il y a que ce soit dans le public ou dans le privé? Non, c'est-à-dire, si on revient par exemple au niveau des CEM et des lycées, il y a quand même des psychologues qui sont sur place. Par contre, au niveau du primaire, il n'y en a pas. Mais, c'est-à-dire, quand on voit un problème comme ça, c'est-à-dire, on fait appel aux psychologues qui se trouvent à l'extérieur. Dans ce sens aussi, je tiens à rendre hommage au président de l'association des psychothérapeutes de la wilaya de Bouira, dont je viens, qui est en train de fournir un travail énorme dans ce sens. Il est à notre disposition, c'est-à-dire tout au long de l'année, chaque fois qu'on le sollicite, c'est-à-dire il répond présent. Et voilà, et comme il est président aussi de l'association des psychothérapeutes, donc il connaît tous les psychothérapeutes de la wilaya, donc au niveau des 4 coins de la wilaya. Donc nous, au niveau de Bouira, le problème des psychologues et des psychothérapeutes, pour nous, le problème au niveau de la wilaya ne se présente pas. On a, c'est-à-dire un encadrement, une prise en charge. Ça pour ce qui est de Bouira. Voilà, à l'échelle nationale, bon, je suis en contact avec mes collègues de l'association. Bon, il y a des hauts, il y a des hauts et des bas. Voilà, parfois, c'est-à-dire généralement, bon, quand le psychologue, on fait appel à un psychologue, donc on doit obligatoirement le rémunérer. Donc, dans ce cas, le problème ne se pose pas. Mais quand il y a généralement quelques victimes c'est-à-dire qui sont financièrement dans le besoin, ils ne peuvent pas s'offrir les services d'un psychologue. Là, on est obligé de les aider, de leur fournir l'aide matérielle pour ces victimes. Mais pour nos victimes, c'est que ce soit le harceleur ou le harcelé. Ils sont tous les deux victimes. Leur prise en charge, ce n'est pas de notre spécialité, c'est aux psychologues de les prendre en charge. Chacun, c'est-à-dire la prise en charge peut
peut-être les mieux, mieux qualifiés que moi pour nous dire que la prise en charge, elle diffère du harceleur au harcelé. Moi, je vous ai posé la question pour savoir est-ce qu'il y a déjà une prise en charge. Je sais que ça ne relève pas de votre... Oui, bon, comme j'ai dit, nous, à Bouira, c'est-à-dire on a pris quelques cas qu'on a constatés, on les a pris en charge normalement. Le problème, c'est-à-dire pour la prise en charge, ne se pose pas. Mais à travers le territoire national, voilà, comme je l'ai expliqué, parfois, on est obligé de passer par les psychologues privés. Il faut leur donner leurs honoraires et le problème est réglé. Bon, c'est-à-dire, pourquoi le problème ne se pose pas d'une manière aiguë? Parce que ces cas ne sont pas toujours dénoncés. Donc, il y a, je sais pas, je ne peux pas dire quel est le pourcentage des cas détectés par rapport aux cas non détectés. Et est-ce que réellement on peut parler d'harcèlement ou pas d'autre chose? Donc, tant qu'il n'y a pas de plainte et il n'y a pas de sondage, vous ne pouvez pas vous-même... Oui, voilà, on ne peut pas détecter, mais... Comme j'ai dit tout au début de l'émission, nous, c'est-à-dire on sensibilise les parents sur ce point. Il faut quotidiennement poser quelques questions à vos enfants. Est-ce que vous êtes bien à l'école? Qu'est-ce qui vous dérange à l'école? Qui vous fait mal à l'école? C'est quelques questions comme ça. L'enfant, il est innocent, il peut dire des choses qui lui font mal. À partir de là, le parent, il peut contacter l'encadrement pédagogique de l'école et voir son enfant, est-ce qu'il est harcelé, ou bien tout simplement quelques chamailles entre enfants qui arrivent de temps en temps. Et voilà. C'est comme ça qu'on arrive à déceler. Oui, monsieur Mtadi. Oui. Bon, pour nous, ce qui relève de cette question qui nous semble très importante, donc le travail qui a été mené, la réflexion sur la question, déjà à faire la distinction entre les espaces. On a la classe, là où il y a des élèves, il y a un enseignant, donc il y a une nature d'existence entre les acteurs en présence. Nous avons l'espace de la cour, où les acteurs changent, ce n'est pas le climat de la classe, et nous avons l'environnement de l'école, l'environnement proche et l'environnement loin. Donc ça c'est la première distinction à faire. La deuxième, c'est un cheminement très complexe premièrement du repérage, comment on repère un enfant en situation de difficulté, de chantage peut-être même, donc il est victime de quelque chose. Le signalement, comment doit se faire le signalement et comment doit se faire la prise en charge, justement comme disait notre collègue, la prise en charge soit de la victime ou bien de l'auteur lui-même. S'il est un enfant de l'établissement, s'il est d'un autre établissement, donc tout ça, ça nous complique. Et lorsqu'on est dans l'environnement de l'école, donc la situation devient de plus en plus compliquée. C'est pour ça que les protocoles prennent en charge le signalement de l'intérieur de l'école, comment l'enfant, à travers ses amis, à travers une forme de communication sociale, peut exprimer sa difficulté pour la porter. Et là, l'enseignant est obligé par l'esprit du protocole lui-même, non seulement c'est-à-dire de signaler le cas, et le cas sera enregistré sur un registre côté paraffé par le directeur. Donc il est responsable. C'est vrai, parce qu'on était dans plusieurs années, les acteurs de l'établissement avaient peur parce qu'ils ne veulent pas qu'un certain nombre aussi, de le phénomène, voilà, vous êtes d'accord avec moi, n'était pas aussi répandu. Il n'y avait pas autant de cas. Maintenant, on entend parler de beaucoup de cas. Certes, il n'y a pas de statistiques. Et moi, je dis, tant qu'il n'y a pas de statistiques, ça veut dire qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Mais ça commence. Voilà. Le phénomène commence à prendre de l'ampleur. Parce qu'il y a deux choses, ou bien trois choses. Premièrement, est-ce que nous, à partir de notre culture, on considère que l'harcèlement déjà, c'est ou bien on donne des formes de légitimation sociale à tout ça. Excellent. Ça c'est le premier niveau. Il faut qu'on dépasse ce stade de dire qu'on est dans normalisé, de dire qu'on est dans une situation d'harcèlement. Il faut tout simplement respecter l'enfant. Respecter l'enfant, voilà. C'est pas parce que c'est un enfant que c'est pas un adulte qu'on ne doit pas le respecter. Voilà, qu'on a le droit de faire tout. Non, c'est un être humain comme nous. Et encore peut-être vu qu'il est un enfant, donc il est considéré comme une catégorie vulnérable.
C'est-à-dire il est dans une position de faiblesse. Et nous, on est mûrs, on a de la force, et on a le droit de faire tout. Non, c'est un être humain, il a tous ses droits comme nous. Donc, donc c'est comment essayer de voir à partir de quelques méthodes de travail, c'est-à-dire de pousser cet enfant à dire ce qu'il est en train. Et maintenant, il y a la question, c'est vrai, on a dit le repérage, le signalement, et puis c'est le directeur qui va décider de la prise en charge selon le cas de l'enfant. Donc le cheminement de la prise en charge, ça peut aller du psychologue de l'UDS, ainsi de suite, jusqu'à... Et maintenant, l'auteur, s'il est un enfant, donc comment faire pour essayer de le convaincre que ce qu'il est en train de faire, il est anormal, donc, et de le convaincre par et justement l'éducation. C'est quoi l'éducation? L'éducation, c'est justement, on est dans le sens de l'éducation lui-même. Voilà. Je terminerai avec vous, Monsieur Medjahdi, concernant ce projet, cette nouvelle, j'allais dire nouvelle prochaine application. Parlez-nous un petit peu de ce qu'il y aura concernant ce projet. Oui. Maintenant, c'est vrai que, parce que là, premièrement, il faut signaler, je remercie les collègues qui ont participé avec nous au lycée Zabana, tous les collègues qui ont participé à la mise en place des protocoles. Donc, on a mis un premier jet entre leurs mains. Ils ont négocié, ils ont débattu la question pour essayer de dire que voilà, il faut ajouter ça, il faut modifier ça pour arriver à une version pré-finale des protocoles. Et le travail maintenant à faire, c'est qu'on va commencer dans les prochains jours à faire un travail dans les 48 wilayas. C'est-à-dire pour essayer de travailler, parce que ce n'est pas très pertinent d'envoyer des documents à quelqu'un, de dire que voilà, vous avez ça. Non. Vous avez l'intention de former aussi? Voilà, de former, oui. C'est-à-dire parce que toute l'importance, c'est de dire à tous les acteurs, si on est dans cela, il fallait tout un cheminement, une réflexion de travail, il faut les mettre justement dans le bain. Parce que sinon, s'il ne connaît pas la finalité, s'il ne connaît pas la finalité, comment tu veux qu'il s'intègre avec vous? Il faut qu'ils se sentent intéressés, concernés, intéressés par tout ça, pour tout ça, ça va lui permettre d'être opérationnel, d'être très actif et très vigilant aussi sur ces questions-là. C'est ça l'important. Monsieur Chenouf, un dernier mot concernant donc l'association des parents d'élèves, l'association nationale des parents d'élèves, concernant ce sujet qui est donc l'harcèlement en milieu scolaire. C'est bien. Voilà, comme ça vous rentrez avec le sourire, pas scolaire, en milieu scolaire. Allez-y, monsieur Chenouf. Donc, pour moi, en tant que parent et en tant que membre de l'association, pour moi, le rôle essentiel revient aux parents. Bon, tout ce qui a été fait par nos amis de ce centre, c'est très intéressant, mais le rôle essentiel revient aux parents. Parce que sans le rôle des parents, c'est-à-dire on n'arrivera à rien. Exactement. Ça facilite aussi la tâche. Ça facilite énormément le travail, parce que si les parents font leur travail convenablement, ce qui reste, reste que la prise en charge après. Parce que pour que l'enseignant ou bien le directeur de l'école arrive à détecter un élève harcelé ou un élève harceleur au niveau de l'établissement, ça prend beaucoup de temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, pour un instituteur ou une institutrice au niveau de l'école primaire, surtout au niveau citadin, il y a 40 élèves et plus parfois. Donc, l'instituteur ne peut pas, c'est-à-dire, comment dirais-je, contrôler ou bien voir les problèmes de chacun. Par contre, les parents, je ne sais pas, un parent, il a 2, peut-être 3 enfants, pas plus. Donc, le parent est plus apte à connaître le profil de ses enfants que quelqu'un d'autre. Et aussi, c'est-à-dire, un parent, normalement, qui est soucieux de l'éducation de ses enfants, le moindre changement de comportement de son enfant, il peut le sentir. Voilà, c'est comme ça. Donc, à travers le canal Algérie, je tiens à dire à tous les parents, il faut prendre garde
et essayez de faire votre travail convenablement. Il faut vérifier. Aidez-nous. Voilà. C'est pas aidez-nous, aidez vous-même. Non, mais aidez-nous en tant que structure, déjà. Donc, et voilà, le ministère de l'Éducation aussi. Il faut surveiller intelligemment leurs enfants. Voilà, c'est pas la surveillance, c'est-à-dire pour les surveiller. Il faut les surveiller intelligemment par rapport à l'harcèlement, par rapport à la violence et par rapport à d'autres fléaux tels que la cigarette, la chic, la drogue et tout ce qui s'ensuit. Il faut les surveiller quotidiennement d'une manière intelligente. Merci, monsieur Chenouf. Aïda Mechri, l'harcèlement scolaire, un dernier mot sur l'harcèlement scolaire et sa répercussion plutôt sur la jeunesse. Alors, la science a prouvé que l'harcèlement scolaire peut être un motif de déstabilisation, un motif de mal-être, même pendant étant jeune et même jusqu'à l'âge adulte. L'harcèlement peut conduire au suicide. Et comment un passage à l'acte qui nous secoue tous aujourd'hui à travers les harcèlements par les photos, par l'utilisation des rumeurs, ça peut nuire à l'avenir de l'homme et de la femme de demain. Aujourd'hui, moi je dirais que je remercie l'équipe de psychologues et de juristes avec qui je travaille dans la cellule des dénonciations relatives aux atteintes des droits de l'enfant. Et aujourd'hui, il y a une protection sociale là où tout signalement, toute déclaration comme ça, nos responsables prennent en charge et bien agissent sur le terrain à travers les services de... Si c'est bien pris en charge étant jeune, ça disparaît avec le temps, ça laisse pas d'impact? Ce n'est pas que ça disparaît uniquement, mais ça permet d'agir sur un mode précoce pour pouvoir vraiment arrêter un fléau ou arrêter vraiment un acte particulier. Et si je dirais une protection sociale, c'est justement de permettre à ces enfants d'évoluer dans un cadre là où on peut les protéger. Comment on peut le faire, le réaliser? C'est à travers un acte rapide, là où les professionnels du service de milieu ouvert qui peuvent agir sur le terrain, à travers des enquêtes, à travers leur présence, mais aussi à travers une protection juridique, là où il y a bien sûr un autre travail, là où l'harceleur ou une autre équipe peut bien sûr arrêter ce fléau afin de protéger les enfants ou les vulnérables, on dirait les personnes vulnérables par rapport à ce fléau. Merci beaucoup Aïda Mechri, merci messieurs d'avoir été parmi nous, merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie. À très bientôt, j'espère, pour d'autres thèmes plus sympathiques, allez, on va dire moins stressants pour les parents. Inch'Allah, merci à vous de nous avoir suivis pour ce premier plateau. Ne partez pas, car dans un instant, je reçois donc Madame Mamri Faiza qui viendra nous parler de son premier livre, juste après ceci. Moufti Zakaria vient fièrement participer à cette 23e édition du Salon du Livre d'Alger, où tout un stand est réservé aux nombreux livres, recueils et poésies traduisant la vie, le parcours, l'engagement et le militantisme de l'auteur et poète de la Révolution, Moufti Zakaria. Les Iliades algériennes et la flamme sacrée, de recueils de Moufti Zakaria qui m'ont le plus attiré dans ce stand. Il y a aussi beaucoup d'autres ouvrages intéressants. Nous avons vu les œuvres de certains de nos chouhada et moudjahidines comme Moufti Zakaria qui nous raconte ses péripéties et les conditions dans lesquelles il a écrit l'hymne national durant la guerre de libération alors qu'il était prisonnier. C'est inévitable que la fondation Moufti Zakaria y participe. Moufti Zakaria est l'auteur de la révolution. Il doit être présent et pour les étudiants et pour les jeunes et toutes les générations montantes. Plusieurs publications de son recueil, l'hymne national, ont eu lieu. On y trouve aussi des livres de certains auteurs qui racontent l'engagement politique du défunt Moufti Zakaria. La 23e édition du Salon du Livre d'Alger a été une occasion pour présenter d'autres ouvrages de l'auteur Moufti Zakaria sous forme d'archives évoquant les étapes de notre glorieuse guerre de libération. Danse et les arts de la scène est donc le premier ouvrage qu'elle publie. Elle, c'est Faiza Mamri, c'est une habituée de notre émission. J'ai toujours plaisir à le recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Merci, bonjour Wafa. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous après le 1er novembre et aussi parler un peu des arts et de l'enfance aussi, pourquoi pas. Très bien, donc après Octobre Rose, vous avez fait beaucoup d'activités, beaucoup d'événements. Parlez-nous un petit peu, faites-nous un petit peu
peu le résumé. Où est-ce que vous étiez? Qu'est-ce que vous Ah avez oui. fait pour ce mois? Alors en fait, on a fait une rentrée assez explosive. Bon, le mois de septembre, c'était les retrouvailles, l'académie, les élèves qui reviennent vers l'académie. Et juste après, à partir du, on va dire, la première semaine d'octobre, on a eu un programme très chargé. Oui. Donc on a déplacé nos enfants, donc je vais dire le groupe qui sont inscrits au niveau de l'académie, groupe insertion donc à Public Empêché, avec les élèves de l'académie sur un voyage d'échange culturel à Metz, à Nancy. Et là, ils ont organisé la journée de l'Algérie avec une association franco-algérienne. Voilà, ça c'était la première semaine d'octobre. Et là, récemment, au Beaux-Arts, je pense, vous avez organisé aussi une journée avec plein d'artistes, des activités tout au long de la journée. Et bien entendu, c'est notre deuxième année, notre deuxième édition d'Octobre Rose. Donc on s'est dit, on s'engage. Vous savez, on travaille beaucoup sur l'art engagé et on se mobilise énormément, les artistes, les scientifiques, les directeurs aussi. Et on remercie par la même occasion M. Zerka qui nous a ouvert l'école supérieure des Beaux-Arts où on a eu l'occasion de se présenter et de faire une mobilisation de communication sur le cancer du sein. Très bien. Danse et les arts de la scène, c'est un peu votre bébé, c'est un peu, je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, c'est la biographie mémoire de tout ce que a pu vous avoir. Je rappelle que vous êtes une ancienne ballerine, on dit ballerine ou danseuse étoile? On dit ballerine, on arrive à un certain statut quand on monte sur pointe et qu'on représente un peu notre pays, soliste. Donc j'étais soliste à 15 ans, effectivement. Voilà. Donc un parcours, j'allais dire, jalonné de plusieurs activités, de plusieurs manifestations, mais le pourquoi qui avait attiré mon attention la première fois que je vous ai invité, rappelez-vous, l'année passée, c'était votre engagement envers une frange assez fragile, mais que vous avez réussi à inclure, j'allais dire, à faire rentrer dans votre milieu, qui est donc les arts, de manière générale. Et après, bon, c'était la musique, la danse et tout ça. Parlez-nous un petit peu de cet ouvrage. Alors cet ouvrage, on va dire, c'est un peu, je ne vais pas dire un mémoire, mais c'est beaucoup plus des archives de mon parcours, de mon histoire sur ma passion qui est la danse. Je dirais que c'est la mère de toute notre activité et qui a propulsé sur les autres activités qui est le théâtre, la comédie musicale, la musique, la peinture et beaucoup d'actions artistiques. Ensuite, il y a eu donc l'école, l'académie effectivement qui est venue en 2010. Donc l'académie, donc c'est à partir de là qu'on a fait rentrer toute, on va dire, la scène en général, l'art de la scène. Et quand on dit art de la scène, on doit respecter ce grand mot qui est le théâtre, la comédie, la musique, le chant et la danse sous toutes ses formes. Donc danse contemporaine, danse classique, danse folklorique, danse hip-hop et bien entendu street dance aussi qui est très actuelle en ce moment. Donc là, on a travaillé sur l'engagement de la danse en tant que dimension académique avec des professeurs qui sont avec moi, mes partenaires, et que je remercie jusqu'à aujourd'hui qui me suivent dans ma philosophie. Par la suite, il y a eu maintenant l'engagement humanitaire. L'engagement humanitaire est venu juste avant 2010-2009. Il y a eu ce déclic où, bien entendu, mon premier spectacle que j'ai offert en 2009, ça a été, je l'ai offert à 300 enfants démunis. Ça a été une prise de conscience et s'intéresser à ces enfants quelque part qui étaient un peu défavorisés, mis à l'écart, handicap, trisomie, autistes. Il fallait les mêler à cette enfance quand même. Ils ont le droit d'être sur la scène, ils ont le droit de participer à des spectacles et je vous le dirais qu'ils sont très talentueux. Donc, on a eu l'occasion d'en recevoir quelques membres. Et justement, j'aimerais vous inviter, vous qui nous regardez, à voir ce spot un peu qui réunit un peu Madame Abri dans son bain à elle, dans le bain de la danse et surtout des arts de la scène.
Voilà, quand la danse et les arts pratiqués ici en Algérie et toute votre compétence donc professionnelle dépassent nos frontières. Aujourd'hui, ce livre vous a permis d'être membre officiel de l'UNESCO, ce n'est pas rien. Et c'est grâce justement à l'engagement que vous avez vis-à-vis donc de cette frange fragile de la société, de ces enfants à qui vous avez donné la chance de s'exprimer, à qui vous avez permis de voir les choses autrement. De votre danse et les arts justement que vous pratiquez sont une thérapie aujourd'hui reconnue par l'UNESCO. Tout à fait, une thérapie reconnue et qui donc maintenant, à partir de maintenant, notre académie a le logo officiel de l'UNESCO et tous les élèves, y compris les enfants trisomiques autistes et tous les autres élèves de l'académie auront le certificat officiel de l'UNESCO et ils seront reconnus mondialement. Voilà, ça c'est quand même extraordinaire. C'est excellent. Pour rappel, le livre n'est pas encore édité en Algérie, le projet est en cours, il sera bientôt donc édité ici même bien sûr. En Algérie pour que, voilà, spécialistes et amoureux de l'art et aussi amoureux j'allais dire, de la bienfaisance, pas de la charité, mais du cœur, puissent le lire et savoir un peu plus sur votre parcours. Alors moi, à la préface, je lisais la préface, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est un texte écrit par votre époux. Oui. Voilà, par votre époux, et c'est aussi une reconnaissance. On dit que voilà, il y a aussi des hommes qui sont derrière, des femmes qui ont réussi. J'imagine que voilà, vu votre travail et vos engagements, vous n'êtes pas toujours disponible, j'allais dire. Vous êtes toujours en train de travailler, en train d'activer, et lui, il est là pour vous soutenir. Je vais juste donc lire les premières phrases, parler d'un ouvrage qui trace le parcours d'une femme, ma femme, mais peu aisée. Dans notre vie, j'ai connu la fille, aimé l'épouse et apprécié la mère et découvert l'artiste. Voilà. Moi, je trouve que, voilà, merci à lui d'avoir, c'est monsieur Youssef Mamri, merci à lui d'avoir donc dit ces mots. C'est une marque de reconnaissance, ça commence en famille, et après, voilà, c'est à travers tous les enfants à qui vous rendez service en les enlevant déjà de l'isolement, vous leur rendez service en les mettant dans le bain de tous les enfants pour dire que l'handicap n'est pas une fin en soi et qu'au contraire, ils peuvent être plus productifs et plus créateurs plutôt que créatifs, plutôt que d'autres enfants qui paraissent un peu normaux. Et je dirais que si, il y a mes enfants aussi qui me suivent, qui sont derrière. Donc c'est un engagement familial mais très profond envers l'humanitaire, envers l'enfance, envers, vous voyez, et puis l'art. C'est une histoire de famille aussi chez vous, c'est votre maman. Histoire de famille. Et c'est votre grand-mère, c'est un peu... Exactement, oui. Et puis je dirais aussi on va dire que l'art quand même c'est un langage universel. Donc il n'y a pas plus beau que l'art que de transmettre les émotions, que d'enlever les différences et de parler franchement un peu sur un langage unique qui est le langage de la vie tout simplement. Aujourd'hui, vous en faites votre cheval de bataille. J'imagine qu'il y a d'autres événements que vous préparez. Vous vous arrêtez jamais? Non, du tout. Alors là, je prépare le salon de l'étudiant. Donc on va avoir un stand pour se rapprocher de nous, voir un peu nos actions, inviter toute la jeunesse algérienne, surtout le territoire, de se rapprocher vers nous et peut voir les actions que fait Profil Academy et l'association pour la promotion de la musique et des arts. Je vais aussi avec la chaîne 3 et ONU-SIDA donc commémorer un grand hommage à Yazid Aït Hamadouche parce que vous savez on a travaillé avec lui l'année passée. Et pour nous voilà aux médias, grande action artistique. SIDA veut dire systématiquement Yazid Aït Hamadouche la en ce vendredi. On pourrait avoir, vous faites bien de le dire, est-ce qu'on pourrait avoir l'exclusivité de cet événement? Est-ce que voilà à la veille, parce que le 1er décembre, nous, on diffuse, on est en direct. Est-ce que vous viendriez en parler avec l'ensemble de... Tout à fait, avec plaisir. Très bien, rendez-vous pris alors, parce qu'on comptait réellement le faire cette année, et pour lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait, pour cette action chaque année. D'ailleurs, il va manquer cette année à ce grand événement qu'organise donc la chaîne 3 chaque année, annuellement, et aussi par rapport au SIDA. Par rapport aussi à son handicap. Vous savez qu'on travaille pour ça. Donc regardez ce qu'il a mis en place. Vous voyez, c'est une personne qui est très importante. Et il faut l'honorer d'une manière vraiment grandiose. Pour moi, Yazid, c'est une grande perte pour nous et j'espère qu'on continuera à suivre sa mission. On est là en tout cas en tant qu'artiste. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous, de nous avoir offert l'opportunité de venir nous parler de danse et les arts de la scène. Je rappelle que c'est un livre qui est donc de Madame Faiza Mamri, ex-ballerine et
est directrice actuellement de Profil Academy, qui est une école de danse contemporaine. Rendez-vous pris pour le 1er décembre. C'est bon? Oui, merci beaucoup. On le fait avec le 1er plaisir. décembre. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Excellente semaine à tous et à vendredi prochain, Inch'Allah. Au revoir.